Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Ça, c'est des trucs de geek, ça. Je connais ce genre de trucs. C'est pas vraiment... En vrai, tu sais qu'on fait des très bons podcasts avec des SM58. Hein. Genre SM58, des fois, ah ouais, et des fois on est là, on investit dans des gros trucs, des machins. Chinois. Au final, c'est... Mesdames et messieurs, Seb Melia, qui parle tout de suite de M57 ? Ouais, du micro, SM58, tout ça. Là, c'est un SM7B, le truc que tous les podcasteurs ont et qui coûte une blinde. Et j'étais en train de parler avec... Mais ça commence, là, le podcast? Ça commence, ouais. Ah, y a pas de... On m'a servi un verre de jus et c'est parti. C'est le verre de jus qui déclenche le début du truc. Oui, c'est parti. Une fois que la dernière goutte est... OK. Et du coup, je discutais avec monsieur qui est en régie des micros et je disais qu'en fait, les geeks, on aime bien... c'est un peu de la branlette, quoi. On aime bien avoir le dernier micro, le dernier machin et tout, mais au final, avec un bon SM58, on a de très bons résultats aussi. Et qu'on est juste des geeks, on aime bien avoir le matos, dire on est des vrais podcasters. Mais moi, je trouve... Enfin, là, moi, je viens d'arriver dans le game du podcast. Et pour moi, tu es franchement le meilleur podcasteur de France. Tu as à ton actif 3 podcasts déjà. Il y avait une heure avant la rupture, hein, qui est terminée. Parce que... Je te le confirme. Parce qu'il y a eu rupture. Je viens de déménager. Voilà, c'est ça, je viens de déménager, j'ai une nouvelle vie, j'ai une nouvelle copine. Donc, ouais, c'est clairement... C'est terminé. C'est clairement terminé, ce podcast. C'est terminé, mais c'était chouette. Vous avez passé franchement des bons moments à faire ce podcast. Ouais. Et le plus connu, c'est 4 comiques dans le vent et à contresens. Oui. Tu m'as invité. C'était trop bien. C'était trop bien. En fait... une heure avant la rupture, c'était pour un peu sauver mon couple et en même temps essayer le podcast, le format du podcast, parce que moi je kiffe trop raconter ma vie. Et puis j'aimais bien ce côté expérience un peu... moi je vois ça comme un ovni en fait. On sent que la rupture va arriver, on la voit de semaine en semaine, on vit le truc. Tu me vois au début être un peu sur mes principes et tout, puis après quand tu sens que je commence à la perdre, je commence à changer tous mes principes. Je voulais pas qu'elle parte en vacances avec ses copines, puis ouais. Les trucs avancent, écoute, va en vacances avec tes copines. Je voulais pas faire la vaisselle, écoute, il faut bien que je fasse la vaisselle à un moment donné. Tu vois, et petit à petit, je me dégonfle jusqu'à la fin, donc ça, je trouvais ça cool. Et ça fait presque comme un doc, quoi, un documentaire de... Il y a un truc un peu sociologique, ouais. Moi, je trouve. Après, ça dépend des gens. Il y en a qui ont trouvé ça pathétique. On va se le dire clairement, ouais, qu'on dit, tu connais les humoristes. Ouais. Ah, c'est la honte, Seb, il s'est fait larguer dans un podcast, la honte et tout. Parce qu'ils ont peut-être pas ce courage, ou peut-être qu'ils ont de la pudeur aussi, tout simplement, que moi, j'ai pas. Mais moi, je voyais ça vraiment comme un ovni, comme quelque chose, ça va se finir, et on l'aura vécu comme ça, et je trouvais ça limite romantique même. Et 4 comiques dans le vent, pour taper des barres avec les humoristes. Et voilà, au début, on était dans mon salon, et après, on était dans une petite salle de 50, et après, on a fini dans la grande salle de 400 et quelques. De 400 et... Tu sais que le jour où tu m'as invité... Je savais pas. Non, T'es arrivé, tu m'as dit, c'est sérieux ton truc en fait. Ça, c'est vraiment la phrase de tu m'as pas respecté. Ah ouais, c'est un vrai truc. Et même dans tes vêtements, je l'ai vu, parce que même dans tes vêtements, tu t'étais mis un peu. Je te connais. T'as commencé à regarder tes vêtements et tout. Ah merde. J'ai le temps de rentrer et de me changer. Je te promets, je pensais vraiment venir dans. J'avais fait un petit podcast avec John Soulo, juste. Non, pas Soulo. Je ne sais plus, mais j'avais fait un petit podcast. Et comme je connaissais pas le game du podcast, je croyais que c'était des petits trucs tranquilles, intimes. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Je suis arrivée devant le théâtre de le République et il y avait une queue. Mais j'ai jamais vu ça, qui partait de République jusqu'à Strasbourg-Saint-Denis, pratiquement. Tu vois, c'était la ouf. Bonne époque. Et je suis allée voir les gens. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, il doit y avoir le podcast un peu dans le couloir ou dans une... Qui joue? Vous allez voir qui exactement? Mais totalement. Et les gens m'ont dit, écoutez, nous, on vient de Belgique. Il y en a qui venaient d'Alsace, de partout, pour voir 4 comiques dans le vent et à contresens. Je me suis dit, ils sont perdus. Et petit à petit, c'est ouf. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, je vois que t'étais... Et ce qui m'a impressionné, c'est que t'étais tout seul. Tu as commencé à mettre tes petites caméras à droite, à gauche. Tu fais tout seul. T'es un quinri, frérot.
C'est un truc de ouf. Je suis pas un blédard plutôt. Non, t'es un quinri Parce dans que le j'ai sens l'impression où, que les quinris, ils ont des équipes quand même. Non, les mais- quinris, ils arrivent, ils sont à 6 et tout. Il y a un gars, il tient l'ampoule. Il y a un mec qui tient un stylo. Et moi, je suis tout seul comme un vieux. Non, mais dans le un sens où artisan. Je me vois comme un artisan. everything is possible. Tu vois, je veux le faire, je le fais, j'ai pas le time. Tu as tout. Ouais. Et tu montes tout après. Ouais, c'est beaucoup Tout est boulot. de super bonne qualité. La salle était blindée. J'étais impressionnée. Ah bah merci. Vraiment. Franchement, ça me touche. Et j'ai passé un super bon Nous, on a moment. trop kiffé. Moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir. Mais, Vraiment. mais c'est, Non, je te mais jure, c'était un vrai... t'es détendu. T'es une meuf cool. Merci. J'ai l'impression que t'arrives à un âge. Est-ce qu'on peut parler un peu de Oh toi merde. Est-ce qu'on peut parler Oh, un peu de toi de ma vieillesse. T'arrives Ouais. à un âge où tu t'en bats les couilles et tu dégages une coolitude. Il y a cet âge où on n'est plus dans le paraître, on n'a plus envie de donner une image de ce qu'on est. Je suis comme ça. Et du coup, ça dégage un lâcher-prise Ah, lâcher que prise. que je retrouve. Et même dans les commentaires, les gens ils disaient ah putain Amel, je savais pas qu'elle était aussi cool. Il y avait quelque chose de sûr de soi. On n'a plus envie de prouver les choses. Ce que j'ai ressenti en tout cas. Eh ben écoute, mais c'est le fait aussi d'être bien reçu, d'être avec quelqu'un. Tu sais Seb, j'ai l'impression qu'on s'entend bien depuis toujours. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés la première fois? Alors on s'est rencontrés, je pense, quand moi j'ai fait la saison 2 du Jamel Comedy Club, Exactement. qui était en 2007. Oui. Et on se côtoyait, mais c'était plutôt cordial. Moi, je trouve que c'est plutôt récemment qu'on discute. Quand t'as refait les plateaux, Ouais. t'es revenu refaire des plateaux récemment, et c'est à ce moment-là qu'on a recommencé à parler, etc., à discuter. Et je me suis dit, putain, mais cette fille, elle doit avoir des choses à dire. C'est pour ça que je t'ai invité au podcast, que je me suis dit, t'as vécu des choses, t'es maman, t'as traversé des trucs et tout, t'as une expérience. Elle doit avoir un truc intéressant à partager avec les gens. Eh ben écoute, t'as bien... Je pense que c'est ça, Voilà. c'est ce que je me suis dit. Et c'est vrai que c'était cool, quoi. Même quand on a préparé et tout, j'ai appris à mieux te connaître, etc. Je t'ai posé plein de questions. Il y avait des trucs auxquels j'avais pas pensé. J'ai dit, ah putain, c'est vrai que c'est intéressant ça et tout. Et après, souvent dans le podcast, c'est un peu frustrant parce que même s'il dure 2 heures, on n'a pas le temps de tout aborder. Moi, des fois, je me dis, ah, j'avais oublié avec cette personne. J'aurais bien aimé aborder ça, revoir ce que pensent les autres, etc. Et des fois, on part sur des chemins auxquels on n'avait pas spécialement pensé, tu vois, mais c'est tellement drôle, on passe un bon moment que c'est cool, quoi. Tu vois, nous, il y avait Kaina la Peufra. Oui, il y avait Pendant des anecdotes que Inès Reg avait vécues. Inès Reg, humoriste que vous connaissez tous. Et il y avait Dedo qui avait vécu des choses incroyables. Et tu sais, ce qui m'a frappé dans 4 comiques dans le vent et à contresens, dans ton podcast, donc c'est un podcast devant un public, dans une salle de théâtre, au République, c'est la puissance des rires. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et comment ça nous galvanise. Ça nous décuple, en fait. C'est plus que une vanne écrite qu'on a bien... Parce que là, rien n'est écrit à l'avance. Et le retour, le rapport scène-public, le retour rire, je pensais pas en podcast qu'on pouvait arriver à cette force-là. Moi, ce que je trouve trop cool, c'est quand... Mais les gens sont très bienveillants dans le podcast, du coup. On raconte notre vie et ils rigolent. Et là, tu te dis, ah ouais, je suis marrant comme ça, moi, alors. Genre, je fais même pas de blague, ça rigole. Et du coup, tu te lâches encore plus et tu t'ouvres. Donc, en fait, on rend aux gens l'amour qu'ils nous donnent. On arrive, ils sont déjà bienveillants, ils sont déjà cool, donc on a envie d'être à la hauteur de ça, quoi. Mais c'était pas ma volonté de base, en fait. Moi, à la base, au début, le premier épisode, il était dans mon salon. Et on était 4 et tout, c'était marrant. On était 5 au début. Mais je trouvais qu'il nous manquait une pression. Je trouvais que, tu vois, des fois, il y avait des blancs. Je dis, putain, mais là, c'est-à-dire que si personne dit rien, il se passe rien. Et je me suis dit, vas-y, on va rajouter un peu de public. Parce que quand il y a un public, tu te sens quand même obligé de dire un truc. Tu te dis, ils sont là, ils me regardent, ils m'écoutent, je peux pas laisser un gros blanc, ou une espèce de sens du rythme comme ça. Et du coup, on l'a fait dans le petit théâtre du Beau-Saint-Martin, et ça prenait de mieux en mieux. Et à un moment, je dis, vas-y, pour la dernière de la saison, on va tenter dans la 400 à côté, là. Et en fait, il y avait trop de monde. Du coup, je dis, bon, bah cool, on va continuer là-bas, là. Mais tu sais Trop que bien. moi, on m'a arrêté dans la rue pour le podcast. Je pensais pas que ça avait une telle puissance. Bah, On m'a dit, ah là là, il est vraiment bien. J'ai la casquette, les gens savent. Tu vois, quand je mets la casquette. Trop bien. Non, mais Tu la portes trop bien. Oh, thank you, thank you. Et Après, c'est peut-être pour ça qu'ils t'arrêtent pour ça dans la rue, entre parenthèses. elle est bien ta C'est casquette. pas trop marrant Non, mais ils savent Parce que ce t'as la c'est. casquette, t'as le t-shirt, mais les gens m'arrêtent pour les podcasts dans la rue. C'est ouf, je ne comprends pas. T'as la casquette, Amel. C'est même pas le podcast qui fait ça. C'est juste que t'as arrêtez-moi pour ça écrit sur la tête. Ouais. Regardez-moi. Et là, le dernier podcast, c'est le podcast dont tu es le héros. Ouais. Avec des gens, pas des humoristes, des gens de la vie de tous les jours. Et ça se passe bien ? Écoute, trop bien. J'ai fait que 4 épisodes pour le moment. En fait, c'était pour reprendre 1 heure avant la rupture qui était finie.
Et j'aimais trop, moi, 1 heure avant la rupture, j'aime trop raconter ma vie toutes les semaines, tu vois. Même si c'est de la merde, ça me fait tellement kiffer. Et je voulais pas reprendre quelqu'un de fixe, bizarrement, suite à une mauvaise expérience. Et je me suis dit, vas-y, je vais parler avec des inconnus, on va essayer de changer toutes les semaines. Là, pour le moment, je le fais 1 semaine sur 2. Et puis, c'est de voir comment ça se passe, est-ce qu'il y a un bon feeling, est-ce que je m'entends bien avec eux et tout. Et franchement, en fait, trop cool, quoi. Ça passe Les gens, crème. ils sont cool. Après, moi, je les sélectionne un peu de manière totalement arbitraire. Je leur demande de m'envoyer une vidéo, je vois s'ils ont l'air sympas, je me fie à mon flair. Et voilà, je me trompe rarement. Et le fait que ce soit pas des humoristes, là on parlait des blancs avant, est-ce qu'il y a des blancs? Bah ça c'est mon travail à moi. Ouais. Quand ils ont rien à dire, c'est à moi d'enchaîner. Moi le podcast je le prépare, comme ça je les laisse parler. Il y a des thèmes et tout, au début j'apprends un peu à les connaître. Et puis après c'est moi aussi qui raconte ma vie, parce que je suis un peu là pour ça aussi. Et après on échange un peu. Et ouais, mon travail c'est de mettre un peu de peps là-dedans, de mettre un peu de tonus. Mais c'est pas fait pour être drôle à tout prix, ce podcast-là. C'est pas fait. Souvent, les gens me disent, ouais, c'est moins marrant que 4 comiques dans le vent. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas 4 comiques, en fait. Il y en a que 1 et il est même plus dans le vent. Donc c'est normal. Donc, c'est juste là pour échanger. Si on tape des barres, c'est du bonus, c'est trop cool. Et puis, pour découvrir de nouvelles personnes aussi. Je pense que les gens ont tous quelque chose d'intéressant à partager. Voilà. Et Seb, c'est aussi, avant tout, un stand-upper. Qui a une spécialité. Pour moi, chaque fois que je te vois sur scène, je trouve que, comme tu le dis toi-même, t'es le meilleur dans le gars qui raconte c'est le storytelling. Storytelling, comme on dit là-bas. Voilà, comment on dit, le storytelling, c'est what? C'est tolling. Vraiment, je trouve que tu le fais à merveille. On boit tes paroles. Je veux dire, t'es pas dans la vanne à tout prix. Ça monte crescendo comme ça, on écoute, et il y a toujours une chute superbe. Et tu me mets beaucoup trop en avant. Non, mais c'est vrai. Les gens vont voir mes vidéos. Ah ouais, finalement, c'est pas... Excuse-moi, t'as eu un article dans Télérama. Franchement, non, je crois même pas. Si, je te le dis. Ouais, okay. Ah ouais. Ah, tu te rappelles même pas d'un truc aussi important quand même. Parce que... C'est quand même, on te valide. Non, bah justement, parce que pour moi, la validation, elle est pas là. Elle est dans les gens, elle est dans les amis humoristes en qui j'aime bien ce qu'ils font. Mais c'est vrai que je porte pas d'importance aux articles de la presse ou tout ça. Je vois aucune validation là-dedans. Je les connais pas, ces gens-là. Ils sont jamais montés sur scène. Il dit que c'est bien. Pour moi, sa parole, même si je respecte Télérama, bien évidemment. Oui, mais c'est des gens qui regardent beaucoup de spectacles. A autant de valeur pour moi qu'un spectateur lambda. Tu vois, elle me dit qu'elle a bien aimé, trop bien. Elle me dit qu'elle a peut-être pas aimé, trop bien. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois, mais je me prends pas plus la tête que ça. Vraiment, j'essaie de prendre uniquement le public en considération. Je vois si je teste des trucs. Si je vois que dans la salle, personne rigole, je sais qu'il faut le tège. Mais si tout le monde rigole et que Télérama me dit que c'est nul, c'est pas ça qui va me le faire changer. Voilà, en l'occurrence, ils ont dit que c'était bien. Ou un autre. Mais parce que j'ai rien contre eux. Mais voilà, en tout cas, non, je me fie pas trop à ça. Vraiment, j'essaie de... Puis c'est ce genre de truc qui te fait gonfler l'ego aussi. J'ai vraiment peur de ça. Je vois trop de gens qui prennent le melon autour de WAM. C'est ce que je déteste. Et alors... je sais que tu es un amoureux de la scène, on a partagé beaucoup là, de plateaux ensemble ces derniers temps, on discute beaucoup. Il y a même une fois, je ne sais pas si tu te rappelles, on était au Jardin Sauvage, c'est un comédie club sur un bateau. Et on discutait de blagues, mais on discutait, et tu as oublié que tu avais ton spectacle. Oh ouais, putain. Tu te rappelles de ce jour-là ou pas? Non mais débarre. Et on discute et tu regardes ta montre et tu dis mais quel jour on est? Je dois être sur scène dans 10 minutes. Et t'avais une première partie. Waouh. Oh là là, mais je suis trop tête en l'air. Tu sais, des fois t'es là, tu passes des beaux moments avec tes copains et t'oublies qu'après tu dois les taffer. Et puis le temps il passe vite. Et est-ce que le temps passe plus vite quand on parle de stand-up, de la vie Est-ce que t'aimes bien ces moments hors plateau dans les couloirs? Franchement, ouais. Après, pas avec tout le monde. Je vais être honnête, il y a des humoristes. Mais il y en a qui sont dans le partage, dans l'écoute. Tu peux échanger. Alors, on peut parler du métier. Même si au bout d'un moment, le métier, on a un peu fait le tour. Quand ça fait plus de 10 piges, tu fais du stand-up. On a moins tendance à débriefer la vanne, tu vois. Mais des fois, on parle plus de la vie. Tu vois, il y a des gens avec qui ça me fait du bien de parler de mes problèmes, de mes états d'âme. Parce que je trouve qu'on est tous un peu pareils, en fait. Les humoristes, on est tous un peu névrosés. On est tous un peu ouf. Des fois, tu dis des trucs la dernière fois, je vais pas dire le nom, mais genre, j'avais un humoriste, je lui envoie un message, je dis putain, en ce moment, je me sens pas bien, je te jure, je me lève le matin, j'ai une boule au ventre, je crois que j'ai envie de me suicider, j'ai des idées sombres et tout. Ouais.
Et l'humoriste elle me répond ah bah bienvenue dans ma vie, moi c'est tous les jours comme ça. Donc en fait on se comprend, Oui. on est du même acabit. Ni tu l'as pas ça- surprise, ni voilà. tu l'as Elle me inquiété. dit, ouais, ni... c'est comme ça, c'est normal, moi aussi, bienvenue dans mon truc, c'est comme ça, et voilà, faut tenir, et faut travailler, etc. Alors tu dirais ça à quelqu'un d'autre, il dirait, mais va voir un psy, mec, c'est trop il chaud, serait et tout. inquiet. Ouais, et tout. L'autre a dit, ouais, bah... Ouais, moi aussi, normal. je connais. Ouais, c'est ça, c'est la routine, c'est ça. Et tu vois, et ça me fait trop du bien d'être avec des gens qui sont comme moi, de me sentir compris. Mais ça le fait pas avec tous les humoristes, bien évidemment. Mais certains, ouais, j'aime bien. Et sur scène, quelle est la dinguerie la plus ouf que tu aies vécue? Joyeuse ou pas? On se dit une joyeuse, une relou. Une belle dinguerie que tu as eue sur scène. J'ai quoi comme dinguerie sur scène, moi? Un moment de grâce. Bah, joyeuse, quand le spectacle se passe bien, moi je kiffe. Hein. Franchement, c'est con, mais donc finalement, il n'y a rien de particulier. Ah si, une fois, on m'a rappelé un gars. Tu sais, j'aime bien parler des tatouages des gens sur scène et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Parce que je trouve que derrière les tatouages, en fait, il y a toujours de la merde. Même si on essaie de dire de mettre de la profondeur, c'est toujours de la merde. On pensera jamais la même chose toute notre vie. Aujourd'hui, tu t'es écrit vol comme un papillon. C'est sûr, dans 20 ans, tu te diras putain, moi, je me voyais comme un papillon, moi. Moi, je suis là, regarde comment je suis gros, j'ai du ventre et tout. Moi, je suis un papillon. Je pense qu'on sera jamais comme ça. Et des fois, ça me fait taper des barres. Et il y avait un gars, il avait écrit no fight, no victory. Je dis ah ouais, pas de combat, pas de victoire. Alors, c'est tellement évident. C'est tellement à la base. Ah ouais, donc s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... Ah ouais, pas de victoire. Et après, on a tapé des barres et tout, mais c'était du second degré. Après, il a niqué l'ambiance, il a dit non, c'est parce qu'en fait, avant, je suis un ancien obèse. Et là, l'ambiance a répondu, ah ouais, t'es un ancien obèse. Ah ouais, du coup, pas de combat, pas de victoire. Après, j'ai fait comme un bâtard, j'ai dit, t'aurais pu écrire pas de gâteau, pas d'obésité. Et là, les gens, ils ont rigolé. Mais il l'a pris au second degré, mais ça, c'était plutôt sympa. Mm. Et un gars qui m'a dit un jour, moi, j'ai pas de tatouage, mais j'ai un trou de balle. Et moi, je dis, non, t'as un trou de balle. Comment ça, tu t'es fait tatouer un trou de balle? Ouais, je me suis fait tatouer un trou de balle. Ouais, c'est ça, je me suis fait tatouer. Moi, je dis, comment ça? Non, les gens sont tellement fous, tu vois. Donc, moi, je le crois. Je dis, mais viens sur scène, montre-nous ton trou de balle. Il monte sur scène et tout fier de lui, il me montre un vrai trou de balle revolver, quoi. Le trou d'une balle. Ah, et moi, j'étais parti sur l'anus et tout. Je dis, mais comment t'as fait pour faire les rides et tout, faire tous les trucs? C'est dégueulasse. Donc, il y a ça. Donc, ça me fait rire. Et le truc le plus badant, mais il n'y a pas vraiment de truc badant. Mais une fois, j'avais déjà raconté dans un podcast, une fois au Paname, je rigole. Dans un comédie club, c'est un comédie club à Paris. Et j'éternue en même temps, je sais pas comment je fais, je baisse la tête et quand je relève la tête, il y a de la morve littéralement partout, sur ma main, sur le micro. Et Joe, en fait, vraiment, tu sens l'ambiance des gens qui font ha 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 ha. Et dès que je la tête, ça fait ha ha ah. Et vraiment, ça fait vraiment as quoi. Et moi, je suis là comme un vieux monstre. Ah, j'ai pas fait exprès. Dégueulasse. Donc mouchoir, tu sors de scène. Du coup, je suis là. Non, je sors pas de scène parce que personne va vouloir prendre ce micro en fait. Il y a vraiment un filet qui relie. Il y a vraiment un pont entre moi et le micro. Pas, tu sais, il y a des gens qui font des métaphores. Genre, ouais, il y a vraiment une sensation avec le micro, quelque chose qui nous lie. Là, il y avait vraiment quelque chose qui me liait de ouf. Et du coup, je peux pas sortir de scène. Donc, je dis, gens, vous avez des mouchoirs. Et vraiment, littéralement, les gens m'ont balancé des paquets de mouchoirs à la tête. Mais non. Mais vraiment, genre comme un monstre. Tiens, je dis, merci. J'ai pris, j'ai essuyé. Et après, j'ai appelé le prochain. Mais comme on s'écoute pas beaucoup entre humoristes, je crois qu'il a même pas dû voir ce qui s'est passé au final. Juste dû croire que j'avais fait une bonne blague et que j'avais demandé aux gens de me jeter des paquets de mouchoirs. Et dans quel état t'es avant de monter sur scène? Est-ce que c'est souvent le même état? Ça change? C'est selon? Un peu stressé. Ouais. Mais beaucoup moins qu'à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, c'est du plaisir, c'est du kiff. Quand je suis en spectacle, les gens ils viennent, ils me connaissent déjà un petit peu. Donc, c'est vachement agréable d'arriver. Mais vraiment, moi, j'ai commencé il y a 12-13 ans, je crois. Ah, quand même, hein, ça y est. Et à un moment donné, on arrête de compter. Je sais pas ce truc où t'arrêtes de compter. 13 ans, ouais. Et je me disais, putain, je ferais pas long feu parce que j'avais une boule au ventre tout le temps. J'étais vraiment méga stressé. Je tremblais et tout. Et je me disais, mais j'arriverai jamais à 30 ans, à 40 ans. C'est pas possible, en fait. En termes de santé. En termes de santé, je vais me tuer. Je vais rentrer le soir. En plus, quand je bidais, je le vivais trop mal parce que je travaillais au McDo à côté. J'avais arrêté mes études pour ça. Donc, tu remets toute ta vie en question. J'habitais chez mes parents.
c'était dur, quoi. Et je rentrais, je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Putain, mais je suis dans la merde. Donc physiquement, il se passait quelque chose. Ah ouais, je le vivais trop mal. Je te jure, j'avais aussi des idées de suicide. En fait, à toutes les étapes de ma vie, c'est marrant, ça revient. C'est marrant, ça revient. Ouais. Ouais, je me disais, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? À toutes les étapes de ma vie, j'ai badé. Et au final, avec le temps, ça passe. Et il en revient que du kiff maintenant. Ça passe, la peur est toujours là. Il y a toujours une peur, mais elle est moins... la gères, ouais. Tu sais la gérer. Ça te fait moins, si tu rentres pas en dépression. Quand tu bides, tu le prends pas mal. Ouais. Tu dis, ça fait partie du métier. C'est pas grave, on a besoin de ça pour progresser. Donc, tu remets pas de ta vie en question. Tu dis, j'ai quand même fait mes preuves. Tu as des choses sur lesquelles tu peux t'asseoir. Tu sais, je me rappelle, le spectacle, ça marche bien. J'ai fait ce podcast, ça marche bien. Je suis pas le dernier des derniers, mine de rien. Tu te raccroches un peu à ça. Alors que quand tu commences, t'as rien à te raccrocher. Tu fais que bider non-stop. Moi, j'ai encore des soucis physiques, hein, tu sais. Dès qu'il y a une... Bon, là, sur les plateaux, ça va mieux, tu vois, ça va. Mais dès que j'ai une scène importante, je fais toujours des petits vomis. C'est pas un vomi, un vrai vomi. C'est vraiment des le stress, vomis de stand-up. C'est des petits vomis de petits chats. Ah, ouais, ça fait... Et Noum le sait, Noum Diawara, qui est souvent... tu sais, il est stressé lui aussi. Hein. Lui, son cœur bat très très vite. Ouais, lui, il est stressé de ouf. Et c'est vrai que quand tu rallumes, tu vois petit vomi comme ça. Et Amel. Et Amel, elle est là. Amel, elle va passer. C'est un truc. Je crois qu'elle n'était pas programmée parce que j'ai vu un petit vomi. Tu joues finalement alors. Allez, là, il a rajouté. Elle est là. Ouais, il y a Amel, elle est là. Regardez les petits vomis là. Mettez-le là. Et personne me voit. Je me cache, tu vois. Je pense que c'est parce que tu fais pas encore assez de scènes et quand ça fera beaucoup d'années, parce que t'es parti, t'es revenu, machin, mais quand tu feras vraiment non-stop longtemps, et le vomi, tu vas nique sa mère. Tu vas le ravaler. Voilà, voilà. Je l'ai plus, heureusement, mais voilà. il suffit d'arrêter un tout petit peu et il revient. C'est terrible. Ça fait partie du métier. Je pense que la personne qui a pas peur, elle se rend pas compte. Ouais, j'avais cette théorie de la personne qui a pas peur, elle se rend pas compte de ce qu'elle doit donner. T'as peur parce que tu sais que les gens, ils attendent des choses de toi. Donc, il y a une pression. Celui qui a pas peur, c'est qu'il se rend pas compte qu'on attend quelque chose de lui. C'est comme la personne qui marche près du vide. Et celui qui a pas peur, c'est celui qui se rend pas compte qu'il y a le vide. Je dis pas qu'il faut regarder en bas et bader. Mais il faut en avoir conscience. Celui qui croit qu'il y a rien, pour moi, il est dans le faux aussi. Et en sortant de scène, ta gaulerie, parce que c'était une belle phrase. Je t'ai vu me figer, je t'ai vu me fixer. Dit, parce que c'était tu beau. M'as fixé. J'ai dit c'est beau. Je me suis dit, elle essaye de pénétrer mon âme. En fait. Ouais, c'est beau. Il y avait un blanc et tu m'as fixé. Je me suis dit, ouais, il va se passer quoi? On est dans une autre phase du. Et en sortant de scène. Et en sortant de scène, quand ça se passe bien, c'est trop bien. C'est marrant, hein, comme quoi des fois. Ça se passe trop bien, tu te dis, mais putain, c'est évident, c'est là ma place. non, mais c'est clair, j'appartiens à ça. Mais c'est ça. Ouais, c'est trop, mais c'est ça ma vie. C'est ma vie. Mais c'est évident, mais comment j'ai pu douter? Et puis des fois, ça se passe moins beau, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça, sa mère? Pourquoi je suis pas en train de faire du cinéma? Parle-moi un peu du cinéma, Amel. Est-ce que c'est pas plus simple par rapport au stand-up? Est-ce que c'est pas plus... C'est plus simple, évidemment, mais est-ce que c'est pas plus facile? Ça paye mieux? Tu te manges pas de bide? Ça paye mieux. Non, dans le stand-up, il n'y a pas de genre. C'est pénible, c'est difficile, le stand-up. Mais c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Je sais pas. Parce que peut-être qu'on est sado-maso. Parce que c'est mieux, parce que quand ça marche, tu reçois une récompense immédiatement. Waouh! Et ça t'envahit. Vraiment. Le cinéma, coupé, action. Ouais, on refait. Attends, j'ai pas bien fait là. Attends, c'est beaucoup de tmanique pour rien. Non, en même temps, on prend soin de toi. Ouais, Amel, ça va, tu veux ton thé chaud? Il est assez chaud pour toi? Oui. Alors que dans le stand-up, t'attends dehors dans le froid. Dans 5 minutes, c'est à toi. Ok. C'est là, t'es bien payé dans le cinéma. Écoute, c'est bien le cinéma, franchement, mais je pense qu'à un moment donné, tu peux t'ennuyer. Est-ce que tu comprends les gens qui vont dans le cinéma et qui ne reviennent plus dans le stand-up, les humoristes? Je peux comprendre, mais ça veut dire qu'ils n'étaient pas assez piqués. Ils n'aiment pas ça, ils aimaient bien ça un peu, comme ça, c'était sympa. Et toi, si tu fais beaucoup de cinéma, est-ce que tu reviendrais dans le stand-up? Écoute, comme je le dis souvent, j'avais peur de ça, moi. Ouais. Et Dieu merci, on ne m'a rien proposé. Oh, Dieu a entendu mes prières. Merci beaucoup. Il m'est arrivé un truc aujourd'hui. Ouais. J'ai passé un casting et tout pour un petit rôle dans un film. C'est une copine qui fait son film. Ouais. Et du coup, elle me dit, putain, j'ai pensé à toi et tout pour un petit rôle, on va t'appeler, machin.
Et moi, j'avais passé des castings il y a très longtemps pour des séries, des trucs, mais ça s'était très mal passé. Il y a genre, pas très mal passé, mais pas de ouf. Il y a genre 5 ans. Parce que j'étais très stressé pendant le casting. Pourtant, j'avais l'impression de bien connaître mon texte, mais dès que j'arrivais, j'oubliais mon texte. Vraiment, j'avais des gros problèmes de mémoire. Et ce qui me rendait ouf encore, c'était quand je décevais la personne qui passait le casting, parce qu'elle m'avait déjà vu sur scène, elle aimait déjà bien. Elle arrive, elle te connaît, elle a des attentes, et toi, t'arrives et tu la déçois, et ça me saoulait, tu vois. Et du coup, j'avais passé 2-3 mauvais castings où j'avais été trop stressé. Du coup, j'avais pu repasser casting. Et là, on me propose, je dis bon, vas-y, je le retente. Et là, j'appelle des vrais potes comédiens, je leur dis donne-moi des conseils et tout. Et mes potes comédiens me disent si t'es stressé et que tu oublies ton texte, c'est que tu le connaissais pas assez bien. Tu dois le connaître genre physiquement et tout. Du coup, je passe 3 jours à réviser mon texte au laser. Je fais que ça, je m'en bats les couilles. Peut-être je serai un mauvais acteur, peut-être je vais mal jouer, mais je veux aucun trou De mémoire. de putain de mémoire. Même quand des fois j'arrivais sur des castings pour des pubs, tu sais, des pubs, t'as 3 lignes, j'oubliais. À un moment donné, il fallait dire un truc sur un yaourt, j'étais sur une chaise, il fallait se retourner. À chaque fois, j'oubliais. Et à un moment donné, je dis bien la phrase, je me dis, bon, là, ça va. Et la meuf, elle me dit, oui, mais tu t'es pas retourné. C'est-à-dire que j'ai fait le truc de dos. De dos, mon gars. J'ai oublié de me retourner sur la chaise. Et là, il y a toujours un truc là, je dis, je le fais nickel. Mais c'est ce qu'on nous apprend dans les écoles de théâtre, tu sais. On nous apprend à connaître les textes par cœur en faisant des activités. C'est-à-dire, si tu fais la cuisine, si tu bois, si tu fais du sport, tu dois le connaître. T'as fait une école de théâtre Non. ou pas? Ok. Je crois que ça se voit. Et du coup, le l'autre, il me dit ça. Du coup, je répète. Et comme toi, ce comédien pro, il me dit, même, essaye de te le faire pendant que tu cuisines, etc. Nickel. Donc moi, je suis à la maison, j'épluche des oignons, je pleure, je fais mon truc. Pourquoi t'es parti? Je fais mon truc. Vraiment, clac. J'arrive là-bas, je dis bonjour, monsieur Média et tout, bonjour, bienvenue, on est content de vous recevoir, merci beaucoup, installez-vous. Vous voulez qu'on fasse une petite italienne pour vous remettre un peu le texte? Non, c'est bon, ça va, je connais. Ouais, je connais. Attends, je fais un premier essai, elle voit que je connais mon texte, c'est bon, le texte c'est bien, tu le connais. Maintenant, essaie de le refaire un peu plus stressé. Du coup, je dis ok, je refais un peu plus stressé, un peu plus en panique, elle me dit. Je fais ok, un peu plus en panique et plus détendu, ok. Je le fais, elle me dit bah c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, merci. Et moi, je suis trop content. Je dis, ouais, 2 petites prises. Je me dis, au moins, j'ai donné ce qu'elle voulait. Ouais. Et si je suis pris ou pas pris, c'est pas grave. Mais en fait, c'est une étape. Je me suis pas tapé la honte comme les autres fois, tu vois. Et donc, voilà. Finalement, donc à la fin, elle me dit, bon, bah, vous, les humoristes, ça reprend quand et tout. Je dis, bah, merci beaucoup. Bah, nous, ça reprend quand on pourra, etc. Le Covid, relou, patati patata. Merci beaucoup. Ciao. J'appelle mon pote. Je dis, voilà, j'ai réussi. J'ai pas eu de trou de mémoire et tout. Trop bien. Même si je suis pas pris, au moins, je m'en fous, je l'ai bien fait. Propre, ouais. 2 semaines après, on m'appelle, on me dit finalement, t'es pas pris, on a préféré un autre profil que le tien, etc. Bah, pas de souci et tout. Et là, ma pote, elle m'a appelé ce matin. Ouais. Ma pote qui fait son film, dit ouais, ça et tout, je t'appelle pour te dire que voilà, ça va pas pouvoir le faire pour le film et tout. Je dis ouais, on m'a dit déjà, et pas de souci, c'est pas grave. Écoute, je l'ai fait du mieux que je pouvais, et puis c'est pas grave si je suis pas pris. Elle me dit par contre, va vraiment falloir que tu travailles sur ton stress, t'étais beaucoup trop stressé. C'est une blague. Il faut que tu travailles le stress et tout. Je dis, ah ouais, là vraiment, on n'a pas pu te vendre à Amazon parce que c'est pas passé, parce que vraiment, t'étais trop stressé. Mais elle t'a donné l'indication d'être plus... Je comprends pas, parce que moi, j'étais pas du tout stressé, en fait. Pour le coup, je suis vraiment venu, j'ai fait mon texte et j'étais pas stressé. Vraiment, je sais quand je suis stressé, je l'étais pas. Peut-être si, un petit peu quand même, mais dans ma tête, rien à voir avec avant, quoi. Et elle me dit, bah, en tout cas, je retrouve pas, c'est pas le Seb qu'on connaît sur scène, quoi. T'étais plus introverti et tout. Je dis, oui, c'est vrai que dans la vie, je suis plus timide, je suis plus comme ça, mais voilà, c'était ma proposition du rôle, en tout cas. Et elle me dit, bon, en tout cas, voilà, ça le fera pas pour cette fois-ci à cause de ça. Et du coup, je me demande maintenant, est-ce que j'ai mal joué, ce qui est possible, ou est-ce que ces gens avaient une image de moi déjà, et du coup, je leur ai pas donné l'image qu'ils attendaient. Ils m'ont vu sur scène. Ils ont cru que dans la vraie vie, j'allais faire des vannes à toutes les 2 secondes et peut-être j'étais pas assez ouvert avec eux, je sais pas. Non, je pense que le réalisateur demande souvent ce qu'il voit. Effectivement, ils t'ont vu sur scène, c'est ce qu'ils veulent et tu dois essayer de le reproduire à l'identique avec leurs mots. Ce qui est hyper difficile. Mais pourtant, t'as joué dans Bref. Ouais. Une apparition très bref. Donc au final... Mais là, t'as pas passé de non, j'ai pas casting. Passé. Ça s'est plutôt bien passé. C'était assez rapide. Détente il y avait 2-3 lignes. Non, ça a été. Donc il y a pas eu de soucis. Mais non, mais vraiment la question que je me posais, c'est quand elle m'a dit, t'étais très stressé, alors que moi je me sentais pas stressé. Donc est-ce que j'étais stressé sans m'en rendre compte? Est-ce qu'ils ont interprété ça comme du stress
le fait que je sois introverti alors que je le suis juste de base. Et puis en plus, ça m'a étonné parce qu'ils m'ont demandé de faire que 2 trucs. Au deuxième, elle m'a dit c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Alors que je me dis, bah, si c'était pas ça, moi j'aurais pu faire d'autres propositions. Je sais pas, je suis un peu dans le flou, mais je me suis dit, comme toi, t'avais plus d'expérience, peut-être. Non, mais il n'y a pas de règle. Faut même pas, je pense qu'il faut même pas décortiquer le truc. Je suis dans les 2 positions. J'ai casté des gens pour mon film. Ah, t'as casté des J'ai gens casté pour Amour sur place ou emporté. Et j'ai été casté, je suis encore casté, et vice-versa. À partir de quel moment on passe plus de casting ? Avec les amis. Si tu connais la personne à fond la caisse, tu n'as pas besoin de lui faire passer des essais parce que tu la connais, ou on fait ce qu'on appelle des lectures, tu vois, mais... Même les gens très très connus passent des castings ? Même très connus, des fois, eux demandent même. Viens, on fait une lecture pour voir si vraiment le rôle... Pour pas s'afficher après, pour que le comédien soit à l'aise. Parce qu'après, tu as une responsabilité, une pression avec le réalisateur. Vas-y, viens, on fait une lecture, comme ça... T'es sûr de me choisir et ça se correspond vraiment. T'es pas dégoûté après quand on est sur le set, tu vois. Moi, je suis pour les essais, justement. Ouais, t'as raison. Pour voir si on est à l'aise, toi et moi, en fait. C'est vrai que décevoir quelqu'un, c'est jamais plaisant, quoi. Et s'il se trompe, et si j'arrive pas à incarner le... C'est horrible, donc autant être sûr et faire des essais. Et c'est plus joli de dire essai que casting. Essai ou lecture. C'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Je saurais que j'ai réussi quand on me dira c'est bon, on aimerait te voir pour des essais. Pour une lecture, voilà. Casting, c'est vrai que casting, ça fait vraiment... vas-y. Casting, ça fait... à l'ancienne, ça fait ringard. Je veux devenir une star, je vais passer des castings. C'est ça, la vedette. Le mot vedette. Oh, je me dégoûte ce mot. Ouais, c'est bon. Je veux devenir une vedette. Bah alors la vedette, ça me fait penser à Manu Payette, quand il racontait dans son spectacle qu'il revenait à La Réunion. Et son oncle lui disait, bah alors la vedette, tu te rappelles encore de nous ? Tu te rappelles du panorama ? C'est vrai qu'il est réunionnais comme toi. Ouais, plus que moi-même. Plus que toi. Toi, t'es 100% ou 50. 50, ok. Par ma mère. Ouais, très bien. Eh bien, écoute, je voulais te poser aussi une autre question. Quelle est la plus grande dinguerie que t'aies faite par amour ? Écoute, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est le plus gros truc. En ce moment, je suis avec une réunionnaise, justement. Ah ouais ? Et en fait, ça fait... Réunionnaise ? Eh ben, on m'a pas dit. Alors, on m'a pas dit. Non, mais attends. Quand on a fait le podcast. Quel podcast qu'on a fait ça ? Je sais pas si j'étais avec à l'époque. On m'a présenté une go. Si je devrais une go très jolie. Si je devrais être. Ah, mais c'est elle ? Je devais être, ouais, c'était elle. D'accord. Et du coup, ce qui est assez ouf, c'est que... Déjà, il y a un truc qui est intéressant à dire, c'est à quel point c'est cool de sortir avec quelqu'un qui est un peu de la même culture que toi. À quel point ça rapproche. Moi, je voyais beaucoup de potes à moi, des rebeux et tout, qui sortaient qu'avec des rebeux, ou des meufs rebeux qui cherchaient un rebeu. Et je dis, mais pourquoi tu restes qu'entre vous ? Et plus tu prends de l'âge, plus tu dis vaut mieux se mettre... Et là, maintenant, c'est vrai que je comprends à quel point c'est cool d'être avec quelqu'un qui connaît ta culture, qui réagit comme toi, qui pense comme toi, avec qui tu peux faire des blagues dans ta langue, ou c'est tellement plus simple, qui te fait à manger les plats que ta mère te faisait parce qu'elle est de la même culture aussi. Ouais, c'est trop stylé. Il y a un côté Madeleine de Proust, en fait, là-dedans. Tu te sens bien, quoi. Donc voilà, c'était cool. Et du coup, ce qui est ouf, c'est que sa famille, elle habite juste à côté de ma famille à La Réunion. Et du coup, là, elle était partie chez sa famille il y a pas longtemps. Et moi, je suis resté dans mon nouvel appart parce que je devais finir les travaux qu'il y avait dedans et tout. Donc, je bossais et tout. Et quand j'ai fini, j'avais passé une année qui était trop difficile avant et tout. J'avais eu trop de soucis. J'avais pas eu de vacances depuis quasiment 1 an et demi. Et sur un coup de tête, je me dis, vas-y, je fais une dinguerie, je pars à La Réunion. C'est ce que j'ai vu en story et tout. Mais je lui ai pas dit, tu vois. Elle m'appelait, je lui dis, ouais, je suis dans l'appart et tout, je fais les travaux, putain, c'est gris ici, oh là là, ça me fait bader et tout. Alors qu'en vrai, j'étais posé sur un rocher, juste à côté de chez elle, derrière. Je suis arrivé. Et après, je lui dis, putain, moi, je suis chez ma grand-mère elle est juste à côté de chez elle, de sa famille. Donc, je lui dis, putain, ça te dérange pas, on se fait un FaceTime sur WhatsApp, on met la caméra et tu passes devant chez mamie, juste tu filmes. Moi, ça me fait du bien de revoir mamie, franchement, ça me manque trop et tout. Du coup, elle vient, vous voyez pas, mais il y a Amel qui fait des grands signes. J'adore. Qui fait des grands signes. J'adore. Et je lui dis, ouais, franchement, ça me manque et tout. Du coup, elle vient, elle fait son petit FaceTime devant chez mamie et tout. Et après, je lui dis, putain, mais attends, ça capte pas, attends, bouge pas, je te rappelle. Et après, je descends de chez mamie, je sors, là, elle pète un câble. Je dis, bah, en fait, ça captait pas, du coup, j'ai préféré venir directement. Et genre, elle est restée figée non-stop à me regarder parce qu'en fait, pour elle, c'était 2 univers différents. Seb Melia, c'est Paris, mais c'est pas Sainte-Rose à La Réunion. Donc, elle est restée comme ça, elle a halluciné, mais elle a kiffé.
Et après, il y a mamie qui est sortie. Et elle a rien grillé, quoi. C'était vraiment, elle a été surprise. Non, elle a rien grillé. Il faudrait que j'étais là-bas et tout. Putain, là, t'es stylé quand même. Elle a pété un câble. Seb. Ben, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Ah ouais? D'habitude, je fais pas de dinguerie. Je fais des petites surprises classiques, tu vois. Ouais, mais pas le scénario où tu dis vraiment on va... Mais en vrai, j'aime bien des fois faire des blagues. J'aime bien piéger un peu les gens. Ça m'amuse, tu vois. Donc ouais, moi, ça me faisait plus rire aussi. Je me dis, ça va lui faire plaisir. Moi, j'ai besoin de vacances et ça va me faire rire. Tu vois, mais j'aime bien, je passe mon temps à faire ça. Il y a quelques jours, j'ai une copine qui m'appelle, qui est complètement déchirée, tu vois. Déchirée Elle est bourrée, je sais pas, ou si elle a fumé ou quoi, mais je crois qu'elle fumait et du coup, plus la conversation allait, plus elle partait, j'avais du mal à comprendre ce qu'elle disait. Et elle voulait à tout prix que je fasse un projet avec un gars qu'elle connaissait et tout. Je dis, ça m'intéresse pas ton projet. Elle me dit, mais si, il faut que tu le rencontres. Vraiment, ça m'intéresse pas. Mais si, tu sais quoi, je l'appelle, on se fait un truc à 3, je l'appelle, ça m'intéresse pas. Et du coup, elle fait une manip et tout, et je sais pas, elle est déchirée. Elle me raccroche au nez. Et après, elle me rappelle. Et elle me rappelle, elle fait, c'est bon, vous êtes là tous les 3, alors qu'il y avait que Wam, tu vois. Donc, moi, je commence à faire la deuxième voix de l'autre gars. Je fais, oui, on est là. Et Seb, t'es là? Ouais, je suis là. Bon, bah, allez-y, parlez entre vous maintenant. Bah Seb, j'ai un projet pour toi. Et moi je ouais, mais mec, je serais pas trop intéressé et tout. Ok, bon bah j'assiste pas alors. Et j'ai du mal à lui expliquer que je faisais les deux voix. Si je te jure, c'est arrivé il y a 3 jours. C'est arrivé. Mais ça me fait rire, c'est des blagues tout seul qui me font rire. Et je lui dis non, mais en vrai, c'est moi qui faisais les deux voix depuis tout à l'heure et tout. Je sais pas si elle a capté parce qu'elle était un peu déchirée. Non, mais c'est extraordinaire. Elle a cru qu'elle avait fait un appel à 3 et c'était que Wam qui faisait les deux voix. Et alors, ce scénario, c'est pour galerie. C'est pour Bah ouais, ça m'amuse. Ça t'amuse et c'est... Oui. C'est super marrant. Je me fais des blagues pour Wam. Non, mais si on se fait pas rire, qu'est-ce qu'il nous reste? Franchement. Et alors, et la plus grande dinguerie qu'on t'ait faite? Franchement, ah si. Ah. Il y a une meuf une fois, mais ça aussi je l'avais raconté. C'est le problème d'inviter un mec qui passe sa vie à raconter sa vie. C'est que t'auras rien d'inédit, à part ce qui s'est passé hier. À part ça. Ouais. Et le truc de la réunion, je l'avais raconté à personne aussi. Mais tu sais me faire parler avec tes grands yeux qui brillent. Une meuf, ouais. Un jour et tout, je sortais avec une meuf qui était très... C'était il y a longtemps. J'étais jeune, je sortais avec une meuf qui était très intelligente, mais vraiment très intelligente. Elle m'impressionnait, quoi. Elle faisait des grandes études et tout, puis un peu folle. Mais en même temps, tu te dis, les gens très intelligents sont tous un peu fous dans leur tête, donc je tolérais. Je me dis, moi-même, je suis un peu fou, donc je tolère. Et elle me disait, tu sais, elle me sortait toujours des grands philosophes et tout, ne lis jamais ce gars-là, ne lis jamais ses livres et tout, ça va bouleverser ta vision du monde, tu pourras plus jamais t'en remettre et tout. Je dis, mais moi je lis que des BD de base, donc t'inquiète pas, je lirai pas. Donc elle était vachement comme ça, c'est tout. Et cette meuf, un jour, elle me dit, ouais, tu sais quoi, je suis pas dispo là, j'ai pris un avion et je suis parti voir ma famille en Italie, je pétais un câble et tout, comme ça, sans me dire au revoir, sans rien. Ah ouais, bah écoute, ok, très bien. Et là, je viens d'arriver, il y a le soleil, je vois ma famille, ça me fait tellement du bien. Et moi, je dis, bon, bah, ok, bah, profite bien et tout. Ouais, je vais vraiment essayer de me reposer et tout, machin. Et c'était sur Facebook, je te parle de ça il y a 10 piges. Et en bas, il y avait écrit « Envoyé depuis Paris ». Et moi, je vois ça, et comme un con, je me dis, tiens, Facebook déconne. Ça veut dire que je me dis même pas que... Elle m'a fait un sevi ou pas. Je me dis même pas. Mais t'es trop gentil. Je me dis, Facebook. T'es adorable, ouais. Chelou. Chelou. Mark Zuckerberg, faut signaler. Il y a le petit bouton signaler le bug. Je vais signaler parce que t'es en train de me faire croire qu'elle me ment. Alors que moi, je sais qu'elle est là. Elle me ment pas. Je peux reprendre du jus de bière. Mais attends, mais il est à toi. Oh, putain, trop bien. Et du coup, là, je me remets en question et je lui montre la capture. Tu dis ouais. Et là, elle me dit, ok, j'avoue. Je suis à Paname. J'avais juste envie d'être tranquille et tout. Bah, dis-le-moi. Ah, c'était fini. Bah, elle est folle, qu'est-ce que je te dis. Il y a des fous partout. Des fois, est-ce que t'attires les fous? Peut-être, mais là, en l'occurrence, la nouvelle, elle est pas folle. Ah, peut-être. Elle est un peu folle. Elle est un petit... Elle a l'air toute calme, toute douce et tout. Les gens font, ah là... Tu sais, souvent, ils disent, ah, être avec un mec comme Seb, il faut de la patience hein, quand même, parce que Seb, il fait des blagues, il va à droite à gauche et tout, il est un peu... Tout est toujours excité. Il faut savoir le tenir, quoi. Mais en fait, ils savent pas que cette meuf-là qui parle pas et tout... Une gueudin, quoi. Des fois, elle pète des câbles et tout. Toujours les plus calmes, c'est toujours les plus fous, en vrai. Bref. Est-ce que tu crois que... mais j'ai l'impression que tous les humoristes, les stand-uppers ont besoin de personnes un peu foufou ou faux-folles à côté. Non, moi, je pense l'inverse. Ah ouais? Moi, je pense qu'on a besoin de gens normaux. On est déjà fous.
Et c'est pour ça que je crois pas trop aux relations humoriste-humoriste. Pas humoriste, mais en tout cas, l'humoriste ou le stand-upper s'ennuie très vite. Moi, tu sais, quand je veux vivre des dingueries, je traîne avec mes potes humoristes. Mais à la maison, j'ai besoin d'avoir un socle. J'ai besoin d'avoir quelqu'un de stable. Quelqu'un qui me dit, là, tu fais n'importe quoi. Si j'ai à la maison, j'ai quelqu'un qui est aussi fou que moi, on va pas s'en sortir. Si moi-même, je me fais des films, j'ai des crises de parano, et l'autre, elle est aussi parano que moi, je dis, elle m'a pas mal parlé. Mais ouais, t'as mal parlé. mais je devrais la planter. Mais bien sûr, faut la planter. Tu vois, s'il y a personne pour te retenir, c'est mort. On a besoin, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est pas d'ego, qui fait un métier normal et qui me dit, comme ça, je peux lui poser la question, est-ce que là, c'est normal, là, ce qui se passe ou pas? Est-ce que là, j'ai abusé? Et quand je veux des dingueries, je vais voir mes potes humoristes, je l'appelle, ouais, j'ai envie de me suicider. Moi aussi. Oui, c'est génial. Moi aussi, putain. Un jour, j'avais un pote, je lui dis, viens, on se fait une vidéo pour rigoler. On l'a pas fait. Comme si on était morts. Et c'est que des moments, nous, où on se retourne avec sur une musique comme une vidéo. Ça me faisait mourir de rire. Faire une vidéo post-mortem. Genre, te rappel de Seb et tout. Et ça me faisait. Au final, on l'a pas fait. Et tu sais que moi, je sais pas si tu as entendu cette blague qu'un humoriste, un humoriste du Café Oscar, mais vraiment à l'ancienne, vraiment l'ancienne génération, qui avait annoncé sa mort à tous les théâtres, à tout le monde pour gaulerie. Juste pour gaulerie comme ça. C'est génial. Et qui avait... c'est ouf, mais c'est génial. C'est J'aurais extraordinaire. jamais les couilles de faire as. Qui avait donné rendez-vous au Père Lachaise. Et il était allé très loin dans la gueubla. Wow. Très, très loin au Père Lachaise et tout, juste pour gaulerie, pour voir déjà qui allait venir. Et en fait, il était là et vivant, en fait. Et puis, tout le monde lui a fait la gueule, évidemment. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire pour lui. C'est fou, hein. Mais ça m'étonne même pas qu'un humoriste fasse ça. Comment t'as pu oublier le nom? Un gars comme ça, il doit entendre à la postérité. Ah oui, non, mais c'est très connu. Cette histoire, elle est connue. Ah, c'est ouf, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah, et pourtant, j'en ai entendu des histoires. J'ai entendu des humoristes qui jouaient devant 4 personnes et avec la lumière, ils voyaient pas les gens et les gens se sont levés, sont sortis et il a continué à jouer tout seul dans une salle vide. Et après, il a dit au régisseur, pourquoi tu m'as pas dit qu'ils sont partis? Il dit, bah, je me suis dit que ça te faisait une répète. Et donc, il a continué à faire son spectacle. J'en ai entendu des dingueries. Son avis. Elle est géniale, celle-là. Elle est ouf, mais en même temps, elle est mignonne. C'est de la bienveillance, mais en même temps, c'est ridicule. J'en ai entendu des dingueries, mais ça, un gars qui annonce sa mort, qui va au bout et tout. Ouais. Ah, franchement, j'avoue, j'aurais pu y penser, mais j'aurais pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout. Il est allé loin dans le game, communiqué de presse, ça a été à la radio, il était un peu... Mais non. Il a un vrai problème. Et tout, ouais. Et il s'est tapé des barres après, il était très heureux de cette blague. Et moi, j'imagine déjà le moment où il va vraiment mourir et personne va aller à son enterrement. Ah, vas-y, on la connaît, ta blague. Ouais. Et lui va être là du ciel. Oh, les bâtards, personne n'est venu. Parce que les gens vont croire que... Donc ouais, on a une vraie folie. Hein. Enfin, bien sûr, faut pas être normal pour faire ce métier, tu le sais. Faut pas être équilibré. Hein. Si j'avais eu des gens qui m'avaient aimé quand j'étais petit, je serais dans un bureau. Je serais dans un bureau, en train de traiter des dossiers. Mais quand tu montes sur scène, avant tout, tu veux que les gens ils t'aiment. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu veux que les gens ils t'aiment? C'est pas normal de vouloir ça. C'est parce que t'estimes qu'on t'a pas assez aimé à un moment donné. Mais c'est pas forcément ta famille. J'ai pas compris ta question. C'est-à-dire, tu cherches de l'amour envers le public, mais c'est pas forcément ta famille qui t'a pas assez aimé. Qui ça pourrait être d'autres? Ouais, je pense que c'est ça. C'est peut-être ta famille, ou c'est peut-être des trucs que t'as vécu. Je sais pas, c'est propre à chacun. Mais je pense que la vraie raison pour laquelle les gens montent sur scène, ou veulent être connus ou machin, c'est pour recevoir de l'amour. Je pense que c'est la raison profonde. Et après, si on peut rigoler, c'est un bon bonus. Ah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une vraie fêlure. Ouais. C'est certain. Ouais. Et en même temps, c'est ça qui rend drôle, je trouve. Que les gens équilibrés, ils sont pas très drôles, quoi. Moi, à un moment, je m'étais amusé à regarder les bios de tous les humoristes que j'aimais bien. Ah ouais. Et à chaque fois, il y avait que des dingueries. Un gars, son père, il est mort quand il est petit. L'autre, il a été abusé. Tous les mecs super drôles, il y a toujours... On s'en parlait, ouais. Il y a toujours ou un parent... Toujours une faille. En tout cas, il y a eu un truc dans l'enfance, c'est sûr. On t'attège, on voulait pas de Watt. On t'attège, ouais, c'est ça. Ouais. Et on dit, ah ouais, vous voulez pas de moi? Bah, le monde entier va vouloir de moi. Vous allez voir. Vous voulez pas, vous quatre là, vous voulez pas me donner d'amour? Bah, attends, j'arrive. Le monde entier. Et il y a la même chose avec les geeks. Attends, mais petite parenthèse, la blessure quand l'humoriste, il arrive pas à trouver cet amour dans le public aussi. Ça veut dire, ce gars-là, il a le sentiment d'être rejeté 2 fois. Premièrement, il y a sa première fêlure qui lui dit, va chercher de l'amour sur scène. Et sur scène, il y arrive pas non plus. T'imagines le double rejet? La violence? Ah ouais, donc définitivement, personne veut de moi alors.
Ah ouais, donc je suis désolé. Non, mais moi, je connais des mecs... ouais, ça fait des années, ils sont humoristes et... Ils y arrivent pas. Ils n'arrivent Et pas. c'est pas drôle. Et c'est pas drôle. Et je me dis, putain, c'est dur pour eux parce que... Ils comprennent pas les mécaniques, tu vois. Être drôle, finalement, c'est même pas une question de talent, c'est apprendre les mécaniques. Il y a n'importe qui peut être des barres sur scène. Moi, j'ai vu des mecs arriver, ils étaient super pas drôles et ils observaient tout le monde comme des machines. Ils disaient, ah ouais, lui, il a fait ça, il a fait un running sur ça, il a fait son contre-pied là, clac. Et mécaniquement, il devenait très fort. Il y a moyen. Oui, ouais. bien sûr, il y a moyen d'être drôle. Hein. C'est pas les plus talentueux qui sont les plus drôles, hein. C'est ceux qui ont le plus travaillé. Et moi, des fois, il y a des gens, ils comprennent pas le truc, quoi. La dernière fois, j'ai vu un humoriste, vraiment, ça faisait au moins 10 piges, j'ai fait ça depuis que je commençais, tu vois. Et j'arrivais pas à savoir, est-ce qu'il a pas compris, ou est-ce que c'est un génie et c'est moi qui ai pas compris. Est-ce que c'est moi est-ce que c'est un génie qui est dans le futur et moi, j'ai pas compris son humour, tu vois. Mais vraiment, j'étais... Tu sais, souvent, avec le métier, quand je vois quelqu'un sur scène, j'arrive à voir pourquoi il va là, qu'est-ce qu'il veut donner, d'où il vient... Qu'est-ce qu'il va être... Je veux même savoir ce qu'il va faire plus tard. Là, il fait d'un perso, mais peut-être ça va le saouler plus tard. Il va être plus naturel, plus comme ci, plus comme ça et tout. Mais des fois, je comprends pas. Je vois pas où ils vont, je vois pas pourquoi ils font ça. Je me dis, est-ce que c'est moi qui ai pas compris leur vision? Ou est-ce que c'est eux qui n'ont pas capté avec les années? Est-ce qu'ils n'ont pas assez travaillé? Est-ce que ça deviendra drôle? Est-ce qu'il est en avance? Est-ce qu'il est en avance sur son temps? Est-ce qu'on n'a pas capté son humour? Ou est-ce que c'est juste vraiment pas drôle? Parce que moi, ça me l'a fait, ça, avec au Jamel Comedy Club, en observant Blanche Gardin, par exemple. Le fait qu'elle se produise au Jamel Comedy Club devant un public très familial, très familial, très, très Jamel, tu vois. Et rien ne passait au début, vraiment. Mais on arrivait à se dire, nous, on était morts de rire dans les loges, tu vois. On se disait, mais c'est un génie, cette meuf, tu vois, comme Yacine Bellous. Non, mais t'étais déjà mort de rire. Ah, moi, tu voyais l'humour, tu comprenais l'humour. Tu dis, ces gens, ils sont pas captés. Mais personne ne captait. Voir les gens l'insulter, lui disaient dégage. Mais moi, je te parle des gens que même nous, les humoristes, on rigole pas. Et dans la salle, ça rigole pas. Personne, vraiment. Ouais, nous, on est là, on comprend pas. Pas que toi. Ok, pas que moi. Même des fois, je demande à d'autres, je me dis, mais c'est quoi? J'ai pas compris la blague, là. Il demande non plus, j'ai pas compris. Et le gars revient et refait la même chose. Mais des fois, ça marche. Une fois, sur 4, ça marche fort. Et je dis, je comprends pas. C'est une énigme. Ça et les ovnis. C'est les deux énigmes. Ça, je sais pas. Donc ouais, des fois c'est marrant. Putain, mais il y a des pots, ils étaient pas là il y a 2 secondes. Alors ça, c'est une surprise pour toi. On m'a mis des pots sur ma table, mais je sais pas d'où. Tu peux lire, hein. Donc je le dis pour les gens qui nous écoutent, on m'a mis 2 pots. Donc il y a un pot, c'est piment oiseau rouge, recette artisanale de la Réunion. Donc moi je mange pas de piment, mais ça va faire plaisir à ma famille. Et le deuxième, c'est Accra piment vert. Piment, voilà. Vous avez visé juste sur les 2. C'est quoi, c'est un cadeau? C'est un cadeau. Ah bah, c'est merci. Un cadeau, mais ça va, ça te choque pas quand Parce que, si moi, tu m'avais ramené un couscous merguez à 4 comiques dans le vent... J'avoue, ça aurait été chaud. Le fait qu'on te ramène des produits un peu de la Réunion, ça va? Est-ce que t'hésitais avec une paire de Jordan, par exemple? Non, mais j'ai autre chose. Mais on peut parler du racisme, hein, parce que finalement, moi, comme je suis blanc, ça va, c'est pas trop... Ouais. Oh, t'as un autre cadeau pour de vrai? Ouais. Ah ouais, j'ai trop bien fait de venir. Est-ce que c'est parce que je me suis beaucoup livré, j'ai des cadeaux? Est-ce que si j'avais livré moins de trucs de moi, on lui donne pas. Non, c'est parce qu'on te kiffe. Mettez de côté. Et le genre derrière, oui, le cadeau maintenant, non. Mais est-ce que ça signe un peu la fin du podcast que j'aime trop, je veux qu'on parle encore? Non, on va parler encore. Mais tu l'ouvres et tu peux parler encore. Ok, donc j'ai un deuxième cadeau, les amis, qui est emballé dans un papier craft noir avec des petites étoiles dessus. Doré. Merci, Clem. Et qu'est-ce que c'est? Clem, elle a du goût. À l'approche, Clem a beaucoup de goût. Donc c'est Clem qui a fait le cadeau. Ouais. Merci, Clem. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre lourd. Oh, trop bien. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un logo Nike dessus, il y a écrit Something Off. C'est vert. Et c'est déjà rien que l'objet, il est beau, déjà de base. Mais si je l'ouvre, il va perdre de sa valeur. Non, je rigole. Le mec, il le revend sur Vinted après. Il pense à la revente. Sur eBay. Waouh. C'est au moins 42 €, ça, la revente. Ah non, mais vraiment, il est trop beau. Alors, attends, on me fait un petit signe. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il faut lire sur le côté. Virgil Abloh. C'est qui? Virgil Abloh, ça me parle. C'est qui ce gars-là? Icône. Ça me parle, ce nom. Virgil Abloh. Wow, il y a un problème par contre sur le livre, il est décollé à l'intérieur.
Alors, donc C'est je tourne les pages. conceptuel, Donc c'est c'est un conceptuel. super livre qui nous parle de quoi? De l'histoire des Nike. Avec... putain, mais c'est trop beau. Vous savez, c'est quoi? C'est le genre de livre que tu poses sur la petite table du salon. Avec la bougie à côté. Avec la bougie. Et quand t'as des invités, tu dis, ouais, des fois, quand je galère, je lis un peu les Nike. Je lis un peu les trucs. Mais on est d'accord que tu aimes beaucoup les Et baskets. j'adore. Et franchement, je suis trop content. Vraiment, merci beaucoup parce que ça me fait vraiment plaisir. J'étais chez un pote il y a pas longtemps et sur sa petite table de chevet, il avait des gros livres comme ça. C'était Chanel sur la mode et tout. Et c'était vraiment classe. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Parce qu'en fait, ces livres-là coûtent une blinde. Ils font des fausses décos de livres Chanel. Ouais, j'ai vu, mais c'est une honte. C'est une honte. Ah non, c'est une On peut en honte. Seb, parler. si tu achètes ça, franchement, je te parle. C'est une honte que si la personne, C'est une que si ton honte. invité essaye de l'ouvrir. Non, Mais si l'invité fait, c'est quoi ça? Ah, touche pas à ses collections. Et ouvre pas. ils vendent, messieurs, dames, des faux livres, quoi. T'achètes des faux livres, il n'y a pas de page pour faire genre que t'as des livres. Je trouve ça scandaleux. Pour moi, c'est la fin du monde, la fin du game. Ouais, bah oui, on est sur une fin de quelque chose, Des c'est sûr. trompe-l'œil, voilà, c'est ça. On est sur une fin de quelque chose. Il est trop beau le Ah, je livre. suis contente que ça te Il plaise. est trop beau. Waouh. Non, vraiment, je kiffe. Donc, en plus, tu viens d'emménager, tu vas pouvoir le poser sur ta table Mais bien basse. sûr, T'as une t'imagines table même pas. basse? J'ai une table basse. Qui a pas de table basse? Je sais, tu viens d'emménager, on met du temps à trouver ça, la bonne table basse. Non, moi, je t'inquiète, j'avais tout repéré à Maison du Monde. J'ai fait un braquage. Je suis arrivé Ah un ouais, jour, je veux ça, et dans un sac. Vous avez 30 minutes. Imagine, je dis ça en rigolant, et en fait, j'ai fait un vrai braquage. On cherche vraiment un gars qui a vraiment tout pris à Maison du Monde. Et nous, on en rigole. Merci beaucoup, il est trop beau, merci. Avec plaisir. Écoute, j'ai une dernière question à te poser. Ah, donc c'est la fin alors. Tu Ouais. m'as dit c'est pas la fin. Non, mais une dernière, mais attends, c'est une question, ça, on peut parler pendant 1 heure. Hein. C'est quoi la dinguerie à vivre dans le futur pour Qu'est-ce toi? que je pourrais vivre comme dinguerie dans le futur? Le truc que t'as pas coché encore, un truc Être que t'aimerais papa. faire. Être papa. Être papa. Seb Melia. Ça me va ou ça me va pas Mais être ça te papa? va de ouf, mais c'est vrai que... Parce qu'on me le dit, mais Ouais. moi je suis trop angoissé, j'ai trop peur. Donc je le fais pas. Et puis après, accessoirement, faut trouver la bonne personne. Oui. On y pense souvent après. Ah, c'est beau ça. Donc être papa. Bah ouais, je me dis, je Tu commence à vieillir et tout. Je commence à avoir des poils de cheveux blancs dans la barbe. C'est une tristesse. Je préfère avoir plus des cheveux blancs là-haut que dans la barbe. Je trouve... Ah, moi je trouve ça sexy, Seb. Tu te rends pas les compte. cheveux, ça me dérange pas, mais la barbe, ça me saoule. 3-4 poils qui se battent en duel. Franchement, mettez-vous d'accord et choisissez une couleur. Non, mais tout blanc ou on met tout noir. Mais arrêtez de faire 3-4. Franchement, ça me saoule. Bref. Non mais attends, chez les mecs c'est très très sexy. Je suis désolée, on le dit même entre nous les meufs, on dit ah là là regarde Seb il a une petite barbe poivre et sel. Genre, vous dites ça. Non mais C'est bien une petite barbe les poivre et quemés en Ah, général. lui, il a qu'on une petite les- barbe ouais. poivre et sel. Chez les meufs La c'est barbe. moins. Il y a une pub qui m'a fait rire, là. Je sais pas si vous avez vu, c'est Eva Longoria Ouais. qui fait une pub pour de la coloration, qui dit ouais, j'ai mes racines, elles sont blanches. Elle me fait trop rire parce qu'elle dit au début, je pensais que je pouvais vivre avec. Puis en fait, non. Là, je fais une coloration. C'est horrible tu vois parce que les femmes on peut pas vivre avec les cheveux blancs. Moi, j'ai vu une tante à La Réunion, je sais pas si c'était une couleur ou quoi. Elle avait fait un brushing et elle avait les cheveux tout blancs. Ça doit être beau. Mais c'était magnifique. Ouais. Je crois que c'était une couleur. Parce que franchement, c'était trop beau, quoi. Oui tu peux pimper un peu ton blanc, C'était le une rendre couleur. un peu. Mais j'ai vu qu'il y avait des brillant. shampoings. Il y a des shampoings violets Ouais. qui enlèvent le côté jaune. Ouais. Alors, moi, je l'ai fait parce qu'un coiffeur m'a dit ah, faut vous acheter, vous avez pas mal de cheveux blancs et tout. Mais en fait, non. Faut vraiment le faire quand on a que des cheveux blancs. Parce qu'au final, le shampoing violet, oui, il a ravivé les couleurs de mes cheveux blancs, mais il a aussi rendu violet mes cheveux normaux. Donc, au final, j'avais des reflets violets. Donc, non, pas bonne idée. Mais quand t'as les cheveux blancs et que t'en prends soin, je trouve ça classe. Hein. Ouais, ça peut être classe. Moi, j'aimerais bien avoir tous les. Enfin, je ferai en sorte d'avoir. De les laisser, je pense. Je pense qu'il faut s'accepter. Et tu sais, la dernière fois, je me faisais une réflexion, c'est moi, on me parle de plus en plus de mes cheveux blancs. Mhm. Moi, ça me dérange pas en vrai. Et je me dis, mais pourquoi ça dérange tellement les gens? Parce qu'en fait, je crois que le cheveu blanc, ça rappelle que t'es vieux. Sous-entendu, ça rappelle que tu vas bientôt mourir. Mhm. Et donc, en fait, c'est juste la peur de la mort inconsciemment qui revient après ça. Et la personne qui a pas peur de mourir a pas peur d'avoir des cheveux blancs, en fait. La personne qui dit, bah, moi, de toute façon, je sais que je vais crever un jour, c'est normal, a pas Ouais. peur. Les gens qui se teignent, bah, en fait, c'est parce qu'ils veulent pas, quand ils se regardent dans la glace, ils veulent pas se rappeler qu'ils vont mourir un jour. Ouais. Ah, je suis d'accord. Eh ben, on passe par toutes les émotions. Waouh. Mais être papa, ouais, pourquoi pas un jour. Après, ce qui est cool, c'est que nous, les hommes, on peut attendre. Mais en même temps, c'est faux ce qu'on dit. Ouais, vous, les hommes, vous pouvez faire des enfants, mais tu crois que j'ai envie d'avoir 40 ans et mon enfant, il a 4 ans?
Je serais deg. Ouais, c'est relou. Il va avoir 10 ans, t'es avec ton papy. Ben non, c'est mon papa. Ah ouais, vous avez pris votre temps. D'un autre côté, t'as aussi plus de maturité quand t'attends pour avoir des enfants, tu te sens plus prêt. Mais t'as quel âge, Seb? Moi, j'ai 35. Ah oui, ouais. Moi, je pense qu'il y a même 5 ans, je pense que j'étais pas assez mature même pour avoir un enfant, je pense. Voilà. Et après, il y a la question économique. Et là, tu pourras me répondre. Ça coûte cher un enfant? Oui. Ben voilà. Oui, mais... voilà. Mais il y a moyen. Franchement, il y a moyen. Il y a moyen. J'allais dire, faut que je trouve... Faut que tu trouves. Une Fabrice Eboué. Je trouve une humoriste qui a percé de ouf. C'est ça. Comme ça, exactement. Comme ça, t'es sûr que ton enfant, il est à l'abri. Non, mais ça me stresse financièrement. Un Déjà, je le enfant, suis pour tout va moi-même. bien, franchement, tout va bien. Ça dépend comment tu aimes vivre, mais franchement, ça va. Et professionnellement, quelque chose qu'une dinguerie que t'aimerais faire? Tourner dans un film. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que ce ne sera pas pour demain. Et pourquoi ne pas écrire ton film? Souvent, ceux qui n'arrivent pas à tourner tout de suite, ils se disent, allez, j'écris ma série, j'écris mon film. Il y a plein de séries aux États-Unis, en France. J'ai des idées de séries, Ouais. mais j'ai pas d'idée de film. Ça m'intéresse pas plus que ça. Oh, bah, série, tu jouerais la comédie dedans, tu serais dedans. Je ferais des blagues et ça me parle, ça resterait proche de mon univers. Mais je pense que si j'écrirais un film, peut-être plus tard, mais ce sera un truc triste. Ce sera pas un truc drôle. D'accord. J'ai l'impression que si je dois faire un truc drôle, je le ferai sur scène ou dans une série. Mais je pense que si je dois jouer un truc, j'aimerais faire un truc plutôt réaliste, plutôt triste. Putain, un film français, quoi. C'est horrible, mais... Ok. Un film français. Et voilà. Eh ben merci, Seb Melia. Merci à toi pour cette invitation. C'est passé tellement vite. Mais oui, et je pense que... Je sais pas, ça fait 1 heure qu'on discute. On pourrait parler pendant des heures. C'est vous qui décidez là-bas derrière qu'on fait 1 heure ou pas? Pourquoi vous vous êtes dit on doit faire 1 heure? Est-ce que vous avez des restrictions? Non. Si tu veux rester 2 heures, c'est 2 heures, mais je pense après, il n'y aura plus de lumière et un mec qui passe le balai. Et peut-être que les gens ont une vie et voilà. Écoute, c'était un plaisir de parler avec toi. Merci d'être venu. Je suis trop content pour ce cadeau. J'espère qu'on se reverra vite sur les plateaux de stand-up. Ok? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Ciao. Bisous. Au revoir tout le monde. Comme si on était au téléphone. Bisous. Quand on est en face. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Seb Melia. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Paul Fourrure, coordinatrice de production Alix Pénichon.